Salut tout le monde, c'est Tatua. Aujourd'hui, comics versus film, on s'attaque au dernier né de la maison Marvel, à savoir les Nouveaux Mutants. Salut Fred. Salut à tous. Eh bien oui, Les Nouveaux Mutants, le film de Josh Boone. On va vous parler un petit peu, on va vous parler tout simplement, Beaucoup. on va vous parler jusqu'à ce que l'on s'en suive, des comics qui ont servi de référence donc, pour ce film. C'est parti ? On est parti. Dans un premier temps, on va vous donner quelques bases sans vous spoiler au cas où vous n'auriez pas vu le film ou que vous n'auriez pas lu les comics, au cas où vous voudriez rester vierge de toute information sensible. Et dans un deuxième temps, comme d'habitude, on va tout vous spoiler comme des cochons. Pardon, nous allons divulgacher, juste pour le plaisir. Par exemple. Donc ce film parle des Nouveaux Mutants, ça tombe bien, c'est le titre du film. Les Nouveaux Mutants donc, en comics, ça arrive en 1982. Donc on peut considérer que c'est un peu la troisième fondation des X-Men. Donc première fondation des X-Men avec Cyclope, Jean Grey, etc. La deuxième fondation de X-Men, Wolverine, Tornade. Je passe exprès la génération perdue. Et enfin, donc, 1982, ces Nouveaux Mutants qui arrivent avec cette spécificité que c'est sans doute les mutants les plus jeunes qui ont jusqu'ici été acceptés dans l'école. À savoir que Rain a 13 ans, ça doit être la Benjamin. Oui. Donc 1982, Claremont et Bob McLeod lancent la série Nouveaux Mutants. Et au numéro 18 arrive donc Bill Sienkiewicz, la saga de l'ours démon. Voilà, donc déjà, petite différence avec le film, la rencontre des Nouveaux Mutants ne se fait pas avec la saga de l'ours démon. Et donc on a aussi une différence au niveau des personnages, c'est pas exactement les mêmes personnages qui sont pas présents pour la saga de l'ours démon dans le comics que dans le film. On va essayer de vous en dire un peu plus sur les personnages sans trop spoiler. Donc les petites différences déjà au niveau du casting. Alors dans le comics, la première équipe des Nouveaux Mutants, Rocket, Sam Guthrie, Mirage, qui s'appelle pas encore Mirage d'ailleurs à l'époque. Psyché. Oui, qui s'appelle Psyché, voilà, merci, je le cherchais depuis tout à l'heure, à savoir Daniel Moonstar. Ran Sinclair, oui, non, je ne dis pas Rain non plus, même s'il est précisé dans la version anglaise que ça se prononce Rain, même pour les Américains, c'est bizarre. Donc Ran, Felina, ce qui est quand même bizarre de s'appeler Felina quand on se transforme en une canidée. Les méandres de la traduction française, Volksbein. Roberto, alias Solar. Roberto da Costa. Et Karma. Sean Koyman. Et voilà, qui, elle, par contre, est la grande absente du film. Il y a le professeur Xavier, évidemment. Et dans la saga de l'ours démon, il y a en plus Magie, à savoir Diana Rasputin, et Amara, à savoir Magma. Les absents du film, Karma, avec ses pouvoirs de possession. Magma n'est pas dans le film, et le professeur Xavier n'est pas dans le film. Même si on évoque la question rapidement des X-Men et du professeur Xavier à un moment du film. Oui, c'est là où ça va être la grosse différence entre le comics et le film. C'est que c'est pas des X-Men. Les gamins supposent qu'ils vont rejoindre les X-Men, ils ont un doute là-dessus, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, bon, il y a un petit indice dans ce qu'on connaît, le petit logo et le petit nom Essex. On va pas spoiler, on en reparlera un petit peu plus tard. Dans le film, donc, on a cet institut et qui a un petit relent d'institut pour jeunes en difficulté sociale. Sachant que le professeur Reyes existe quand même dans les BD. Oui, il fait partie à plusieurs périodes, sporadiquement des X-Men, ce qui est peut-être aussi un petit coup de bluff pour égarer les lecteurs de comics. Quelque chose qui est bien repris dans le film et qui existe évidemment dans les comics, c'est la représentation des mutants en tant que représentants des minorités et du passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est quelque chose qui existe évidemment depuis les X-Men, et avec l'intérêt ici qu'on a vraiment des adolescents, donc, comme je le disais, encore plus jeunes que ceux de la première fondation, et où on va pouvoir creuser encore un petit peu plus par leur historique et en s'attardant sur les personnages, les malaises qu'ils ont en eux. Et pour le coup, même s'il y a des différences, on retrouve parfaitement ça dans le film. Donc au moins là-dessus, on peut cocher la case. Et on va rentrer dans la partie spoil, c'est parti. Alors, parlons un petit peu plus avant des personnages, et en particulier du casting du film. Daniel Moonstar, puisque c'est elle le moteur du film en fait. Dans le comics, c'est une jeune indienne qui vit avec son grand-père. Ses parents ont disparu, elle est pense mort. Son père était un ami du professeur Xavier. Dans le bouquin, c'est marqué frère de sang. Je sais pas exactement ce que ça implique. Il y en a un qui a sauvé la vie à l'autre, si je me souviens bien. Ils sont BFF, quoi. Et donc, son grand-père, qui s'appelle Aigle Noir, si je me souviens bien. Aigle Noir.
En tout cas, il dit à sa petite fille, bon, je vais t'envoyer là-bas chez ce spécialiste pour que tu puisses apprendre à contrôler tes pouvoirs. Un petit peu plus tard, en fait, ce qui va se passer, c'est que son grand-père va se faire attaquer, va mourir, et Xavier va venir à sa rescousse. L'ours démon, on en entendra parler de temps en temps. On aura quelques visions d'Annie qui en parlera aussi, jusqu'à l'épisode 18, où la saga débutera pour de bon. Dans le film, on a à peu près le même historique. C'est son père dans le film qui meurt à cause de l'ours démon. Alors que son grand-père dans le comic, c'est pas le cas. En fait, dans le comic, ce qui se passe, c'est que Xavier n'est pas le seul à avoir repéré ces nouveaux mutants. Il y a aussi Pierce. Voilà, qui déteste les mutants, voilà, je pense qu'on peut le dire. Oui. Il fait partie du club des damnés, et à ce moment-là, il essaye d'en prendre le contrôle contre Sébastien Shaw. Et donc voilà, il y a une espèce de course qui se fait pour savoir qui retrouvera les mutants en premier. Daniel Moonstar, dans le film, comme on le disait, c'est à peu près le même historique. Donc voilà, c'est son père au lieu de son grand-père, il meurt par le fait de l'ours démon et non pas de Donald Pierce. La seule véritable grosse différence, c'est que là, le poids de la mort de son père, là, qui l'incite à carrément être suicidaire parce qu'elle n'a plus personne d'autre. Dans le comics, c'est plus dans la vengeance que dans la culpabilité, effectivement. C'est ça. Ensuite, nous avons Ran Sinclair, Wolfsbane Felina. Dans le comics, on la retrouve effectivement poursuivie par une foule en colère, menée par un curé avec les fourches et les torches. Voilà, par le révérend Craig, effectivement, c'est très chasse aux sorcières médiévale. C'est ça, là on est dans Dracula de la Hammer, quoi. Donc vient s'interposer Moira MacTaggart, qu'on a eu l'occasion de voir dans quelques films X-Men. Et Moira fout la foule en colère dehors. Je trouve que, même pour un comic, elle a une grande facilité pour foutre une foule en colère dehors. Oui, après il faut rappeler qu'elle est fille du Lord de Kinross, donc elle a un certain... Elle a un certain statut. Voilà. Elle a un certain statut. Qui, dans la vieille Écosse, doit encore pouvoir peser face à un révérend et quelques pecnos. Pardon, je veux dire des pécores. Moira constate que Ran est une mutante. Voilà, sachant que donc Moira, dans les comics, connaît le professeur Xavier depuis bien longtemps, très naturellement, elle va le ramener Ran jusqu'à Winchester. Dans le film, on a quelque chose d'assez similaire, avec cette poursuite du révérend Craig. Il va jusqu'à la marquer au fer rouge. Par contre, on n'a pas de Lady Moira MacTaggart pour venir arranger la sauce. Oui, elle est en train de se fighter Apocalypse. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement comment elle atterrit dans cet institut. Bon, de toute façon, on va y revenir, mais dans le film, il y a beaucoup de creux. Ses pouvoirs sont assez similaires, donc elle se transforme en loup. En loup, totalement ou partiellement. Après, j'ai trouvé bien vu le W marqué au fer rouge, qui évidemment marque le Witch des chasseurs de sorcières, mais bon, qui sera aussi donc, une bonne étape pour son surnom de Wolfsbane, quoi. Alors, nous avons ensuite Rocket, alias Cannonball Samuel Guthrie. Dans le comics, son père est mort depuis pas longtemps, et comme il a une famille nombreuse, il doit aider sa mère, et il va donc travailler à la mine. La mine où son père est mort, non pas d'un accident, mais d'une maladie. On apprend donc que son père aurait voulu que son fils fasse des études et tout, mais Sam, en fait, le dit dès le départ, il préfère se sacrifier pour pouvoir en payer à ses frères et sœurs. Parce qu'il y en a un paquet. Il y a d'autres mutants en lot, d'ailleurs, hein, parce que la petite sœur, on la reverra. Donc il va travailler à la mine. Seulement, accident à la mine, et instinctivement, il déclenche ses pouvoirs et sauve un homme. Donc là, on est vraiment au total opposé de ce qui se passe dans le film, où, bien que ses pouvoirs soient à peu près similaires, on pourra revenir un peu sur le détail, au niveau de la mine, voilà, c'est tout l'inverse. Non seulement il tue pas son père dans la mine, mais en plus, il sauve quelqu'un. Pas seulement de culpabilité ou des choses comme ça qui vont venir s'agripper à lui. Dans le film, il cause l'accident, il tue son père. Et le résultat, après, il essaye de se faire mal. Roberto d'Acosta, alias Solar. Brésilien, issu d'une famille riche. Alors, dans la BD, son père appartient au Club des damnés, d'ailleurs. Pendant un match de foot, il se prend des insultes racistes par un de ses adversaires de jeu. Et il commence à se fighter, et en fait, ses pouvoirs se déclenchent. Il absorbe les rayons du soleil et les redistribue sous forme de force physique. Tout le monde, évidemment, s'affole, puisque en plus, son apparence change, il devient entièrement noir. Genre, je suis juste fait à l'encre de Chine, quoi. Un peu flippant. Voilà, donc évidemment, tout le monde s'affole, tout le monde court, etc. Sauf sa petite amie, qui est un peu effrayée, mais bon, c'est Roberto, quoi. Elle va l'aider sur le terrain, elle le calme, ce qui lui permet de reprendre sa forme humaine. Comme je le disais tout à l'heure, Pierce va chercher à les retrouver, certains pour se servir d'eux, d'autres pour les tuer. Là, en l'occurrence, lorsqu'ils vont affronter les sbires de Pierce, Juliana va se sacrifier, elle va se mettre devant les tirs pour sauver Roberto. Donc dans le film, moi je l'ai appelé Solar le connard, avec ses réflexions
sexiste, machiste. Il se vraiment, la raconte. Quoi. voilà. Par contre, au niveau de l'historique, on a quand même des choses qui raccrochent. De riche. Brésilien, gosse de riche, avec un certain charme. Par contre, c'est vrai que dans le comics, Roberto est très charmeur. Alors là, ils l'ont fait vraiment en mode... Ouais, il en fait des caisses, là. Ouais. Dans le film, il se passe un truc supplémentaire, c'est que c'est lui qui est vraiment responsable de la mort de sa petite amie. Même ses pouvoirs sont un peu différents. Justement, dans le film, ils ont mélangé Solar avec Magma, quoi, au niveau des pouvoirs. C'est-à-dire que dans son apparence, ça craquelle de partout, on sent qu'il y a de la lave dessous. C'est un peu bizarre comme choix, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans les comics, en aucun cas, il ne génère de chaleur. Voilà, il a juste sa super force. Et donc, même si dans le comics, il lui arrive de se sentir responsable de la mort de Juliana parce qu'elle s'est sacrifiée pour lui, là, dans le film, effectivement, ça va un peu plus loin parce que c'est lui qui l'a brûlée physiquement, quoi. Par contre, ils en ont fait aussi dans le film un peu du fait de ses pouvoirs, mais ça se répercute, je trouve, beaucoup. En aucun cas, dans le comics, il aurait, au contraire, il est plutôt tête brûlée. Et nous avons enfin Iliana Nikolaïevna Rasputin. Dans le film, il n'y a pas son nom, mais alias Magic, alias Magie. Dans le comics, qui est-elle ? C'est la petite sœur de Colossus. Au tout début, quand on la croise, elle a 5 ans. Sauf que son pouvoir mutant se développe, et il se trouve que son pouvoir mutant, c'est de se téléporter dans les limbes. Et à force de se téléporter dans les limbes, elle est repérée par les seigneurs des limbes, et Lascaux et puis son homme de main, Sim. Ils vont la prendre, et ils vont lui apprendre la magie, donc la magie démoniaque. Quand elle va réapparaître, en fait, elle aura... en apparence, elle aura 14 ou 15 ans. C'est ça, ouais. On a quelqu'un qui a un côté très sombre, qui va se développer au fur et à mesure. Vous allez d'ailleurs s'apercevoir qu'en plus de son épée qu'elle a ramenée des limbes, il y a une espèce d'armure qui va venir au fur et à mesure s'intégrer à son corps quand on a besoin. Puis elle va avoir complètement son apparence qui change vraiment d'aspect démoniaque avec les sabots, les cornes, tout la totale. Ce qui va finir par la faire flipper un petit peu aussi, ainsi que ses camarades. On a un personnage dans le comics donc, qui à ce moment-là a déjà un background assez important. Donc, qui s'est déroulé en parallèle avec les X-Men dans le film. Ce background, on le ressent, mais il n'est pas expliqué. Et ce bras d'armure et cette épée, ça sort d'où, quoi ? Ouais, c'est ça. T'as lu les comics, tu sais. T'as pas lu les comics, Une petite difficulté de plus, c'est qu'Iliana est liée au dernier personnage de ce film, à savoir Lockheed, le petit dragon. Ah oui, j'allais l'oublier. Dans le comics, en fait, il a été ramené par Kitty Pryde des X-Men, et c'est effectivement une petite créature qui ressemble à un dragon. Lockheed est un alien, c'est une race extraterrestre, qui ressemble à un dragon et qui est en train de combattre les Broods au moment où les X-Men les combattent aussi. Et il se permet un petit voyage en passager clandestin. Il revient avec les X-Men, avec Kitty Pryde. Voilà. Alors, les Broods, si vous ne connaissez pas, c'est Alien, mais chez les X-Men, quoi. Voilà. C'est ça. C'est bien résumé. Ouais, c'était des ergs dégueux. Des ergs dégueux, ça fait un peu redondant. Des tyrannides. Des tyrannides. Aliens, zergs et tyrannides, choisissez votre camp. Et donc Lockheed, dans le film, on sait pas trop. Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une peluche qui à un moment devient un vrai dragon. C'est une peluche. Même pas une peluche en fait, c'est une marionnette parce qu'elle a quand même la main dedans, quoi. C'est pas sympa ça. Alors le plus logique, ça serait de dire que c'est un démon qui vient des limbes ou un truc qu'elle a créé là-bas. Bon. Peut-être, mais vraiment c'est pas expliqué. À un moment dans la BD, elle fait passer Lockheed pour une peluche, mais toutes ses copines lui disent « Ah mais ta peluche elle est vachement réaliste, hein !» Tu fais « tiens, vrai !» Bon, c'est relativement logique qu'Iliana soit avec Lockheed, parce que dans le comics, il arrive très souvent que Kitty Pryde le laisse à sa garde quand elle peut pas s'en occuper. Faut dire que Kitty Pryde et Iliana sont très proches, de toute façon. Absolument. Parlons un petit peu de symbolique des minorités et de passage à l'âge adulte. Ça, on l'a dit 10 000 fois, les X-Men, c'est représentation des minorités, que ce soit raciales, handicapées, sexuelles, LGBT. Dans les comics, donc, les personnages des Nouveaux Mutants sont une nouvelle occasion d'approfondir le sujet. C'est pourquoi il est toujours intéressant d'avoir des personnages très différents. Pour moi, le personnage le plus intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment Ran, parce qu'elle a une éducation catholique très très forte, ce qui est aussi repris dans le film, et aussi parce que son pouvoir, c'est littéralement de se transformer. Donc on est vraiment en pleine métaphore de la transformation du corps à l'adolescence, avec cette culpabilité qu'elle a, qui est énorme. Elle se prend vraiment pour le démon, on lui a expliqué quel était le démon, et on est très proche du discours catholique extrême, de dire que la sexualité c'est le démon, le corps de la femme c'est le démon, etc. Tout est le diable. C'est tous des adolescents, celui qui en est déjà... à moitié sorti, c'est Sam. Il est devenu un peu le remplaçant de son père dans la famille.
avec l'obligation de se mettre au boulot et tout ça, et donc il est plutôt dans le rôle du jeune qui grandit trop vite, quoi. Tout comme Karma d'ailleurs, qui avait ça de commun avec lui. C'est vraiment le début des responsabilités, quoi. C'est vraiment le truc qui lui tombe sur les épaules, quoi. Voilà, et en plus, t'as John qui pourrait dire « Ouais, non mais c'est injuste que ça me tombe dessus et tout ». Lui, il a une tendance à accepter ça. Voilà, les choses sont comme ça. Il est assez pragmatique, en fait. Après, son malaise se ressent dans son pouvoir, à savoir qu'en plus de son aspect grand et dégingandé, c'est celui qui a le plus de mal à contrôler son pouvoir et qui aura la progression la plus lente. Voilà, ça reviendra très souvent dans le comics. Le côté Zoolander, il s'est pas tourné, quoi. C'est une non-gestion de son corps, en fait. Voilà, on est encore pas mal dans la thématique de l'adolescence, quoi. Là où Mirage va, elle, plutôt être dans la représentation des minorités, évidemment, en tant que Cheyenne, vivant dans une réserve. Toute l'histoire de son peuple, tout ce qu'elle va porter en elle, toute sa fierté, même l'histoire de l'ours démon, de ses parents, de son grand-père, va pouvoir être source de pas mal de choses dans les aventures. Autant les nouveaux mutants de la BD, ils ont tous un caractère bien défini, mais autant elle, c'est vraiment la rebelle, quoi. Liana, comme on le disait, c'est un peu compliqué, vu son historique qui part tellement dans tous les sens, entre ses pouvoirs de mutant, son lien aux X-Men, que ce soit avec Kitty Pryde ou avec son frère Colossus, son passage dans les limbes à 7 ans, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et elle revient, il y a tout un mystère autour d'elle. Trouver une symbolique là-dedans, c'est un peu compliqué. Il y en a sûrement une. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça peut nous intéresser. Solar, en fait, je me demande s'il n'est pas un petit peu à l'autre extrême de Dany, à savoir toujours dans la notion d'héritage, où elle est sur l'héritage de son peuple. Et lui, il est plus dans l'héritage, cette relation qu'il a avec son père qu'il aime, mais où c'est un peu pourri par les affaires de son père, quoi. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est son ambivalence au niveau de ses pouvoirs, à savoir que contrairement à beaucoup d'autres, il a cette force surhumaine, par contre il n'a pas la résistance qui va avec. Tous les autres, ils ont les deux qui vont ensemble, Colossus, Hulk, la chose, etc. Il est dans cette espèce de demi-pouvoir, qui peut-être effectivement là peut se raccrocher à son statut d'adolescent. Dans le film, on va revenir un peu sur cette symbolique des personnages, des minorités, du passage à l'âge adulte, avec donc cette particularité, c'est qu'on n'est plus dans une école, on est dans une espèce d'institut pour jeunes délinquants, en difficulté. Bon, ça se fait passer pour un centre hospitalier, de recherche, je ne sais quoi. Alors qu'en fait, c'est une boîte à mutos, quoi. C'est vrai que dans l'ambiance, ça fait vraiment penser presque à un hôpital psychiatrique. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Le centre, où ils ont des cellules fermées à clé, etc. Avec le côté, le nom de la boîte qui apparaît juste sur une valise. Il y a quelques flashs dans le film de Logan, de l'évasion, justement, des mutants dans Logan. Ça donne forcément un côté labo de recherche façon Resident Evil. Les personnages ayant été modifiés quelque peu dans les films, forcément, la symbolique qui va avec a elle aussi été altérée. Donc on va reprendre un petit peu comme tout à l'heure avec Dany et puis Ran. Donc comme on l'a dit, Dany, outre le fait que c'est son père qui est mort et pas son grand-père, et que c'est un peu plus de sa faute, on a quelque chose qui est très similaire. Et pour Ran aussi. Ce qui va changer finalement, c'est leur relation, toutes les deux. Où dans le comics, elles ont quand même une relation particulière parce que il y a un des pouvoirs mineurs de Dany qui est de pouvoir s'adresser avec un lien psychique aux animaux. Et donc ce lien va pouvoir le conserver avec Ran. Et elles vont donc bâtisser forcément une intimité spéciale. Dans le film, forcément, ça va un peu plus loin puisque ça atteint le plan physique et la relation amoureuse. Voilà. Ce qui apporte au personnage de Ran une couche supplémentaire de culpabilité par rapport à la religion catholique. En ce qui concerne Sam, donc on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus de culpabilité parce qu'il a tué son père. Alors est-ce qu'il y a une espèce de tentative d'exercice freudien? Tout ce qu'on voit, c'est que du coup, il a toujours autant de mal à contrôler ses pouvoirs, mais il essaye beaucoup, par contre, c'est le seul qu'on voit s'entraîner, je crois. Même si Ran dit qu'en fait, il cherche surtout à se faire mal, quoi. Voilà, mais c'est ce qui ressort, c'est qu'il se blesse souvent, on le voit même à un moment donné, devant un miroir, se mettre une baigne. On est un petit peu dans l'autodestruction. Dans le film, il y a un oubli d'une des facettes de son pouvoir, c'est que normalement, quand il est en vol, il est invulnérable, il ne se fait pas mal, alors que là, il se prend des jetons, il se casse un bras. C'est vrai que si les auteurs voulaient jouer sur le côté autodestruction, et s'il était invulnérable, ça marchait plus. Solar, qui me semble vraiment être présenté comme un ado, comment dirais-je, turgescent, quand il avoue que finalement, il a jamais couché avec une femme et qu'il dit « je suis trop chaud ». Quoi, t'es éjaculateur précoce, tu connais pas ses pouvoirs, tu penses forcément à ça, quoi. Et en fait, non, c'est trop chaud, quoi. Mais la façon dont il le dit, sachant tout ce qui a été dit avant, la façon dont il parle aux filles, etc., ça fait excité sexuel.
C'est ça. Mais là, la métaphore, pour le coup, est vraiment un peu lourde. Il reste Iliana, dont on ne sait pas grand-chose. En tout cas, c'est une grosse branleuse, quoi. Ah, c'est une grosse droguée de la weed, quoi. Elle a tué 72 personnes, elle ne sait pas marcher sur les pieds. Mais quand un pauvre docteur lui dit tu rentres dans ta chambre, elle y va. Ben oui, le docteur, c'est le docteur. Hein. Pour le coup, le côté hospitalier fait un écho à la BD L'Ours Démon, puisque forcément, l'histoire se passe dans un hôpital. Justement, parlons-en. Dany veut combattre l'Ours Démon. Elle s'entraîne exclusivement pour ça dans la salle des dangers. Elle sort le combattre pour de vrai. Elle se prend une branlée. Et elle est quasiment morte. Donc, résultat, hospitalisation et tout. En plus, c'est un moment où le professeur Xavier n'est pas là. Alors que ses petits camarades l'ont accompagné à l'hôpital. Tout simplement, il y a l'Ours Démon qui se pointe. Ça. Et ses petits camarades le fight. Sachant que l'Ours Démon transforme des gens en démons affiliés. Déjà, il les transforme en indiens. Oui, il est très sélectif, cet ours démon. Il les transforme en indiens, et après, il transforme les indiens en démons. Voilà, parce qu'il ne peut pas transformer les gens en démons. Faut qu'il les transforme d'abord en ce indiens soit des d'abord. indiens. Ils sont un peu paumés parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Ils font un peu ex-aequo dans le monde réel, donc l'ours démon les emmène dans son monde, qui est un monde magique. Et là, les nouveaux mutants sont complètement paumés, ils arrivent à rien, parce que l'ours démon est trop puissant. Ran profite de son lien psychique avec Dany, elle lui demande conseil, en fait. Le conseil, c'est qu'il faut le couper en deux, de bas en haut. Et comme Iliana a une épée magique, avec l'aide de Rocket, elle arrive à le couper en deux. Chacun des deux morceaux de l'ours démon se transforme en les parents de Dany. Et par contre, les deux qui ont été transformés en indiens puis en démons redeviennent des indiens. Mais par contre, ils restent indiens. Lors de la première confrontation de Dany et de l'ours démon, elle s'aperçoit en fait qu'il a peur d'elle. Elle se prend la mégatôle, elle finit en sac de branches. Un tas de branches dans un sèche-linge. Un tas de branches dans un sèche-linge. C'est sa radio. C'est sa radio, tout à fait. Mais voilà, elle a cette information. Par contre, comme elle est dans le coma, elle n'a pas l'opportunité de donner cette information. Et donc, au moment où Ran la contacte, quand elle est en train de se faire opérer, elle lui dit ça. En fait, il a peur de moi, il a peur de nous. En tant qu'équipe, on peut le détruire. On a une espèce de métaphore comme ça. De l'union fait la force. De l'union fait la force, tout à fait. Aussi parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a quand même quelques dissensions au sein du groupe, donc... Ça permet de resserrer un peu les rangs, et puis ça redonne une famille à Dany. Parce qu'elle croyait que ses parents étaient morts, mais en fait, non. Ils s'étaient transformés en ours démons. Donc effectivement, ses parents étaient partis affronter l'ours démon, mais n'étaient pas morts contre lui, ils les avaient absorbés, et se servaient d'eux pour venir attaquer Dany. Encore une fois, c'est un peu nébuleux. Oui. Mais c'est ça. Voilà, l'ours démon est vaincu et tout est bien qui finit bien. Ce qui est censé représenter l'ours démon. Affronter ses parents, oui. De l'image d'autorité effrayante qu'ils peuvent avoir quand t'es enfant, voilà, t'en fais des gens avec qui tu peux discuter, quoi. Mais ce qui n'explique pas l'ours démon en lui-même, quoi. Parce que c'est cool. J'avoue. Donc il y a au moins un avantage dans le film, c'est que la métaphore du coup, de l'ours démon est beaucoup plus claire. On a un ours gentil, on a un ours méchant. L'ours méchant est nourri par la peur. L'ours gentil est nourri par l'amour, et celui que vous nourrirez deviendra le plus grand. C'est vrai que la métaphore, elle est claire, et puis elle est définie dès le début. Donc il n'y a pas de papa-maman dedans, il n'y a pas de transformation en indien. Est-ce qu'on a encore le message du combat en équipe? Un peu inverse, parce que finalement, c'est un peu le défaut du film d'ailleurs. Quand ils combattent en équipe, ils arrivent à rien, parce que finalement, celle qui résout le problème, c'est Dany toute seule. Au début, elle est un peu dans la même situation que le comics, parce que là, c'est quand le docteur a essayé de l'empoisonner, elle est pas fraîche, et finalement, il y a son subconscient qui bouffe tout, et donc l'ours démon est totalement déchaîné, quoi. Bon, on reviendra quand même sur la thématique du travail d'équipe, puisque à la fin du film, on sent qu'ils vont rester ensemble, qu'ils ont acquis une cohésion de groupe, une nouvelle famille, et que donc ça va continuer comme ça. Et puis surtout qu'en plus, à la fin du film, ils sont tous paumés, ils savent pas quoi faire. À vrai dire, ils ont même pas vraiment le choix, quoi. Ils sont obligés de rester ensemble. Le problème, c'est qu'on n'en sait pas assez sur les personnages, on sait pas assez comment ils sont arrivés ici, c'est ça. Ce qui leur reste comme lien avec leur famille. Ça, c'est un peu à la fois la qualité et le défaut du film. Pour une fois, c'est un film qui est assez court. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir un film qui fait 1h30, 1h40. Mais le problème, c'est que les réalisateurs, ils savent plus tout dire en 1h30. Et donc là, il en manque plein. Il en manque plein, et là, c'est... Mais pourquoi ça s'arrête quand ça devrait commencer, quoi? Moi, c'est ce que j'appelle le complexe du Dumbo. Pendant tout le film, t'as la progression, en fait, de Dumbo qui doit s'envoler. Quand il finit par s'envoler, le film s'arrête. Et ben voilà, le truc c'est que les nouveaux mutants, il a le complexe de Dumbo, quoi. Là où ça commence à devenir vraiment intéressant, le film s'arrête. Ouais, c'est une origin story. C'est une origin story des trous, donc...
C'est un film qui est plein de bonnes intentions, mais qui les remplit pas. Ça se voit aussi bien sur cette volonté de faire un film horrifique. Pour le coup, je trouve que la mise en tension est très mal faite. C'est un film qui remplit pas ses intentions, et au final, qui peut s'avérer décevant pour des fans de super-héros, mais décevant pour des fans d'horreur, parce que finalement, ça va pas au bout des choses. Même s'il y a des classiques du film d'horreur, la fille brûlée qui sort de l'eau, qui fait penser à la première apparition de Jason dans Vendredi 13, le tas de Slenderman, l'horreur de l'Inquisition avec l'apparition du pasteur qui vient cramer Ran au fer rouge. Le plus gros problème de ce film, il n'y a pas de méchant, quoi. On nous montre la mallette avec Essex dessus. Donc là, on peut spoiler. Vas-y. Nathaniel Essex, c'est un ennemi des X-Men. Monsieur Sinistre, qui fait toujours ses expériences génétiques en essayant de créer l'élu mutant. C'est une espèce de machin qui a été créé par Apocalypse, qui est quasi immortel. C'est une horreur. Ouais, voilà. Donc c'est un ennemi des X-Men qui est très puissant et qui est effectivement de la manipulation génétique. Entre autres, c'est à lui qu'on doit le clone de Jean Grey, Madeleine Pryor, qui emmènera toute la saga de Inferno, Cable, etc. Enfin bon, beaucoup de choses. Oui, la mère de Cable, oui, effectivement. Ah oui. Il n'y a pas de méchant, et celui qui pourrait être le méchant dans le film, en fait, on a 15 sbires. Là, on pourrait parler d'un syndrome du Justice League. On voit pas Darkseid, et puis on a le soldat deuxième classe de son armée, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu Wolf, quand même. Faut le respect. Il n'y a pas de méchant, il y a juste un pauvre lieutenant, et buter le lieutenant, c'est la clé pour sortir, vu qu'elle a fait une barrière autour de l'hôpital. Une fois qu'elle est clamsée, il n'y a plus de barrière. Voilà. Hop, on peut partir. En méchant, on a quand même l'ours démon, d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'effectivement, ce qui est censé être là le climax, c'est un peu mou. J'ai pas eu peur pour les personnages. L'ours démon, c'était un combat psychologique raté, et là, on peut avoir un syndrome de Hulk. On attendait un bon vieux combat de bourrin, et puis finalement, c'est un combat psychologique contre son père. Ouais, mais tout le monde s'en branle, c'est Hulk. Ben voilà. Donc le gros combat du film, je rappelle que c'est quand même se battre contre des chiens, quoi. Hein. Conclusion, je vais quand même donner un bon point, parce que ce film avait des intentions de faire quelque chose de différent. Parmi tout le panel de films de super-héros qu'il y a eu dernièrement, c'est assez rare pour que ce soit notable. On le sent en filigrane, donc avec les métaphores qui sont assez réussies. Le message, voilà, si vous voulez le décrypter, vous pouvez le décrypter. Mais je trouve qu'en termes de réalisation, par contre, c'est raté. Conclusion, cette métaphore, ce message sur la représentation des minorités et du passage à l'âge adulte, donc ce qu'on a parfaitement dans le comics, et ce qu'on a peut-être encore plus, en tout cas d'une façon particulière dans le film, avec ces gens un peu plus torturés de diverses façons, et donc avec cet aspect centre pour adolescents en difficulté. On sent qu'ils sont mal aimés de toute façon, déjà parce que c'est des mutants, parce qu'ils ont à peu près tous tué quelqu'un. Le monde les déteste et eux-mêmes se détestent pour ça. Donc on a malgré tout un respect du matériau originel, en particulier évidemment au niveau des personnages. Par contre, l'ours démon en lui-même, la saga de l'ours démon a un cadre différent, l'ours démon lui est différent. Le film va pousser ses thématiques un petit peu plus loin en raccrochant peut-être des thématiques un peu plus actuelles, comme la relation lesbienne de Ran et de Danny. On est un peu plus axé sur la sexualisation des personnages. Ce qui n'est pas illogique, parce que c'est des adolescents, ça commence des hormones commencent à les titiller, alors que, comme c'est de la BD quand même qui est orientée jeunesse aux États-Unis, surtout la jeunesse, faut rien lui montrer. Donc on se revoit très bientôt pour Alien vs Predator, et on va vous préparer aussi un nouvel épisode de show sur les Avengers. Donc retour de cette force bientôt pour une émission. Ok. Yeah. N'oubliez pas la liste de tout ce que vous pouvez faire pour nous pour soutenir la vidéo et la chaîne. Merci de nous avoir suivis, et puis on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao. Et Amara Akilia, donc Magma, qui contrôle le magma terrestre, qui peut le faire jaillir, balancer des rafales, faire des tremblements de terre, voire faire naître un petit volcan si vraiment elle est vénère, quoi. Et elle met du beurre dedans. Pardon. Putain, je l'avais pas. C'est dur.